Les Antilles sont traitées comme des colonies, c'est-à-dire avec des gens qui sont là en tant que colonisateurs, avec un système colonialiste, avec des gens encore qui vivent entre eux, qui refusent de se mélanger, avec une économie réservée. On a une surpuissance économique des béquets. On a une terre empoisonnée au chlordécone. On a en Guadeloupe des problèmes d'eau, des problèmes d'hôpitaux. Donc c'est une situation, il faut dire les choses, limite de pays délaissés. Bekeland, c'est une zone qui est située entre le Vauclin et le François, où habitent quasiment 90% que de béquets. C'est des gens qui tiennent encore l'économie du pays, qui ont les grands centres commerciaux, qui ont la canne, qui ont beaucoup de terres. Et c'est des descendants directs de colonisateurs. Je ne vais pas nous appeler comme ça. Moi, je peux dire ça, mais quelqu'un qui n'est pas entier ne peut pas m'appeler Moraka. Et bon, parfois, elle est un peu pesante parce qu'on me demande peut-être un peu trop. Je suis qu'un artiste, hein, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas le père de 500 000 personnes. Comme on nous a appris Napoléon et De Gaulle, on nous a fait prendre Napoléon pour un super-héros, alors que c'est le dernier des chiens, quoi. On n'entend pas quand il vient des Antilles. Mais le zouk peut être fait par d'autres artistes et il passera, comme le dancehall. Par exemple, pour moi, ce que Aya Nakamura a fait, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait d'ailleurs, c'est du zouk, souvent. Il y a du dancehall, il y a de l'afrobeat, il y a du zouk. Drake sort beaucoup de morceaux dancehall, Tory Lanez aussi, Rihanna aussi. C'est des morceaux qui vont passer en répétition. Ça va être genre le nouveau style. Mais la base du dancehall, c'est-à-dire à Jamaïque, puis aux Antilles, elle passe pas. Donc ouais, la musique antillaise est marginalisée. Ouais. Bloody murder, murder, bloody murder, murder, murder. Bloody murder, murder, murder. Moi, je me sens responsable déjà musicalement et culturellement d'admettre notre musique, notre créole, nos créoles, parce qu'on en a plusieurs, et représenter le drapeau de mon île et les différentes communautés qui vivent aux Antilles-Guyane, même en Réunion. Je trouve que c'est une belle responsabilité. Bon, parfois elle est un peu pesante parce qu'on me demande peut-être un peu trop. Je suis qu'un artiste, hein, je ne suis pas politicien, je ne suis pas le père de 500 000 personnes, tu vois. Mais je trouve que c'est bien de représenter d'où tu viens. En tout cas, qu'on te voit encore comme un représentant. Vous nous parlez justement de la situation sociale de l'Antille, de votre point de vue. De mon point de vue, ouais, c'est bien de préciser de mon point de vue, parce que peut-être que des fois, mon point de vue, il gêne. Déjà, on a un taux de chômage qui est plus du double de la France métropolitaine. On a beaucoup de différences, c'est-à-dire au niveau même des prix par rapport à la France, alors que la Martinique, c'est un département français. On a une surpuissance économique des béquets. On a une terre empoisonnée au chlordécone. On a en Guadeloupe des problèmes d'eau, des problèmes d'hôpitaux. Donc c'est une situation, il faut dire les choses, limite de pays délaissés comme un pays du tiers-monde, alors que c'est un pays qui est encore sous l'occupation. Moi, je pense que c'est juste de l'exploitation, c'est mon avis. Je ne suis pas spécialisé là-dedans, ni politicien, mais je pense que c'est juste de l'exploitation et qu'on prend ce qu'il faut, ce qui arrange aux Antilles, sinon qu'on délaisse le reste. Bekeland, j'ai fait ce morceau pendant la période des émeutes. Bekeland, c'est une zone qui est située entre le Vauclin et le François, où habitent quasiment 90% que de béquets. C'est des gens qui tiennent encore l'économie du pays, qui ont les grands centres commerciaux, qui ont la canne, qui ont beaucoup de terres. Et c'est des descendants directs de colonisateurs. Et c'est eux qui ont en vrai qui tiennent le pays, quoi. Quand tu dis colonisateur, c'est-à-dire que c'est des descendants d'esclavagistes. d'esclavagistes. Voilà. Donc, actuellement, Donc les béquets, c'est des Martiniquais. Hein. D'accord.
C'est des gens qui sont souvent nés en Martinique, qui parlent créole aussi bien que moi. C'est juste qu'ils ont reçu en héritage ils ont reçu en héritage le bénéfice du sang qui a été versé à l'époque de l'esclavage. Et du coup, ils profitent de l'héritage Ils profitent du sang. esclavagiste, Mhm. le bénéfice Légalement. peut s'engendrer légalement au détriment du reste de la population. Voilà. C'est ce qui explique l'exploitation financière avec la vie chère aux Antilles, etc. C'est ce qui explique leur surpuissance économique. C'est ce qui explique, par exemple, que les béquets a eu une dérogation pour verser du chlordécone dans l'île à l'époque, alors que le produit était déjà interdit dans une majorité de pays, aux États-Unis, et qui fait qu'aujourd'hui, tu as 90 ou 95% de la population qui est empoisonnée, quoi. Donc c'est une surpuissance qui est même politique, qui est économique, qui est sociale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Antilles, les DOM, sont des colonies françaises encore? Pour moi, oui. Je voudrais que non. Mais pour moi, oui. Les Antilles sont traitées comme des colonies. C'est-à-dire avec des gens qui sont là en tant que colonisateurs, avec un système colonialiste, avec des gens encore qui vivent entre eux, qui refusent de se mélanger, avec une économie réservée. Donc moi, j'ai pas peur des mots. Moi, les Antilles sont encore une colonie. Surtout la Martinique. Pourquoi, surtout la Martinique, il y a une différence entre... Parce qu'il n'y a pas en Guadeloupe, il n'y a pas de quartier entier réservé aux béquets. C'est historique. Parce que... À l'époque, quand la Guadeloupe s'est libérée, ils ont décapité leur tyran. Okay. En Martinique, non. Et du coup, pourquoi aujourd'hui les colonies? Parce que du coup, ce que tu expliques là par rapport aux Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, on voit également que même à l'échelle métropolitaine, les populations antillaises sont marginalisées. C'est-à-dire que, alors, si on regarde dans la sphère musicale, les musiques comme le zouk ou la dancehall, on n'entend pas sur les ondes nationales. On n'entend pas quand il vient des Antilles. Mais le zouk peut être fait par d'autres artistes et il passera, comme le dancehall. Par exemple, pour moi, ce que Aya Nakamura a fait, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait d'ailleurs, c'est du zouk, souvent. Il y a du dancehall, il y a de l'afrobeat, il y a du zouk. Drake fait beaucoup de morceaux dancehall, Tory Lanez aussi, Rihanna aussi, c'est des morceaux qui vont passer en répétition, ça va être genre le nouveau style, mais la base du dancehall, c'est-à-dire en Jamaïque, puis aux Antilles, elle passe pas, donc ouais, la musique antillaise est marginalisée. Ouais. Quand c'est fait par les Antillais, c'est méprisé. Surtout quand c'est fait en créole. Ouais. Mais quand c'est fait par les autres... on nous demande de chanter en français, et en français ça passe pas. Mais quand d'autres artistes viennent chanter joliment en nigérien ou en anglais ou autre, ça passe. J'ai l'impression qu'avec le créole, il y a vraiment un mépris. C'est pour ça que tu fais cette affirmation là du terme Mwaka. Ouais, c'est tout ce que j'aime faire. Parce qu'à la base, Mwaka, c'est censé être quelque chose de péjoratif, ouais. De méprisant. Ouais. Et toi, Mwaka, moi je l'ai pas... Je ne l'ai pas vécu parce que je n'ai pas grandi en France. C'est quand je suis arrivé en France, quand j'avais peut-être 22, 21 ans, que j'ai appris cette expression. C'est les Antillais, quand ils parlent. J'ai lu aussi dans le film La Haine, quand on parlait des Antillais, parce que nous on dit moins qu'à manger, machin, et que les gens disaient moins qu'à. Donc j'ai fait un morceau qui s'appelle Chanson du Mwaka, et c'est à partir de là que j'ai commencé à l'utiliser, et que j'ai essayé de le tourner, et que je l'ai tourné en fierté, que je le revendique maintenant, je suis un Mwaka. Et pour les générations à venir, tu vas pas nous appeler comme ça. Moi, je peux dire ça, mais quelqu'un qui n'est pas entier ne peut pas m'appeler Mwaka. C'est comme le mot nègre, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que... Voilà. D'accord. Et du coup, c'est important pour toi, justement, d'apporter ce sentiment de fierté de soi et d'affirmation? Mais c'est tellement naturel, parce que j'habite ici maintenant, j'ai ma fille ici, j'ai mon business en partie ici, mais c'est pas... l'endroit où je me sens le mieux culturellement, ni dans la vie de tous les jours, ni même au niveau de l'atmosphère. Donc c'est une question de survie pour moi d'affirmer ça. C'est-à-dire que je suis tout le temps rallié à qui je suis et à d'où je viens, quoi. C'est même pas réfléchi. C'est-à-dire tout ce que je pense, à chaque fois je le compare à ce que je suis, c'est-à-dire un Antillais. Et c'est pas... Je pense qu'il y a des gens qui
faut pas avoir honte de le dire, je suis pas fait pour habiter ici. Depuis que j'habite ici, j'ai trop de problèmes avec la justice, etc. Donc je pense qu'il y a des endroits où tu te sens mieux, où tu te sens chez toi, et d'autres où tu te sens un peu ailleurs, quoi. Justement, tu évoquais tout à l'heure le drapeau de ton île. Donc, dans les clips Mada, justement, on peut voir qu'il est très en masse. Tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'il renferme beaucoup de symboles et une signification particulière. Ben, c'est un drapeau que je vois depuis tout petit, mais que petit, j'avais pas l'information. Je pensais que c'était un drapeau qui était affilié à un parti politique indépendantiste. Je le voyais toujours dans la ville de Sainte-Anne. Et en fait, non, c'est des rebelles qui l'ont créé à l'époque. C'est le rouge, vert, noir. Et c'est le drapeau, pour moi, en tout cas maintenant, pour une bonne partie des Martiniquais, qui nous rassemble. Puisqu'on était encore, il y a encore 2 mois, représenté par un drapeau esclavagiste, 4 serpents, qui était d'abord sur les bateaux qui ramenaient les esclaves, qui était genre un drapeau pour démarquer les navires entre eux. Ça, c'est un bateau qui va en Martinique, donc c'est celui-là. Jusqu'à maintenant, on avait les policiers, certains bâtiments. Même quand tu tapes sur Apple Martinique, c'est ce drapeau qu'il y avait. Donc nous, on a commencé à s'intéresser à la chose. Il y a des collectifs qui nous ont un peu éclairés sur le sujet. Parce que ce n'est pas des choses qu'on a appris à l'école ou que nos parents nous ont appris. Parce que nos grands-parents ont quand même grandi dans une certaine, pas complaisance, mais c'était tabou. Quand j'ai commencé à parler du drapeau, ma mère, par exemple, m'a conseillé d'aller doucement, peut-être que c'était pas à moi de porter ce poids-là. Parce que ce drapeau-là, quand même, il renferme aussi une certaine volonté d'émancipation. Oui, une certaine volonté d'émancipation. Et là, je ne parle pas encore d'indépendance. Hein. Quand là, je parle de ça, c'est vraiment c'est une reconnaissance, c'est une question identitaire. C'est-à-dire reconnaître que notre drapeau n'était pas le nôtre et était un drapeau esclavagiste. Et se rassembler sur un vrai drapeau qui nous représente, le rouge, le sang, la nature, le vert, le noir, notre couleur de peau. Donc c'est vraiment, surtout déjà, unir la Martinique tout entière sous un drapeau, parce que je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais d'être chauvin, dans le bon sens du terme, tu vois. Donc quand je dis, quand dans le clip de Mada, je mets un drapeau et que certaines personnes viennent nous dire que nous sommes des gens de la rue et qu'on n'a pas à le brandir, c'est le drapeau de toute la Martinique, c'est le drapeau de la rue, c'est le drapeau des gens aisés, c'est le drapeau des tueurs, c'est le drapeau des travailleurs, si tu es martiniquais, c'est le seul drapeau. Comme en France, c'est le blanc rouge. Tu vois. Oui. Est-ce que c'est délicat d'évoquer la question de l'indépendance Beaucoup, mais c'est pas que c'est délicat, c'est que je pense que c'est un sujet qu'il faille maîtriser et de tous les angles, c'est-à-dire pas que de l'aspect d'une volonté culturelle ou d'émancipation. Il faut voir le côté économique, il faut voir le côté est-ce qui va reprendre les rênes. Parce que souvent des pays passent en indépendance et se retrouvent dans une certaine dictature. Après, je ne dis pas que c'est ce qui arrive à la Martinique, mais je ne suis pas encore, je pense, j'ai pas la notion de toutes ces choses-là pour dire on va être indépendant et puis après on fait quoi, tu vois. C'est bien beau de dire ça, mais après on fait quoi. Moi, je suis surtout venu là pour qu'on se reconnaisse en tant qu'Antillais, en tant que Martiniquais, en tant que descendant d'esclaves, en tant que descendant d'Afrique. Ça, ce serait déjà un premier pas, que tout le monde comprenne d'où on vient déjà. Parce qu'on vient pas... Le Martinique, c'est pas de la... On n'était pas là. Hein. Ils ont délogé les Arabes qui habitaient en Martinique, les Indiens qui habitaient en Martinique, et nous, on vient d'Afrique. Moi, j'ai cherché d'où je venais, j'ai cherché mes premières origines, je viens du Nigeria, et ça, dès que je peux, je le dis. C'est-à-dire, c'est plus un tabou à avoir, comme avant, c'est « Ah non, les Africains, c'est pas les Antillais. Les Antillais sont des Africains, tu vois ?» Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que déjà, entre ta volonté de fédération des Martiniquais autour d'un même symbole, et aussi la proximité que tu peux avoir avec les populations d'Haïti, l'emploi que tu utilises le frère haïtien... C'est Haïti qui m'a motivé à avoir mon drapeau. Alors que, pourtant, on sait que les relations entre Haïtiens et des Antillais ne sont pas forcément évidentes. Ouais, ça a bien évolué, mais avant, c'est vrai que c'était tabou. C'était une insulte. On te disait espèce d'Haïtien, ou même les Haïtiens qui ont grandi en Martinique, ils étaient parfois, pas obligés, mais ils se sentaient un peu méprisés par des gens qui les appelaient voleurs,
Tu sais, les gens ne revendiquaient pas autant avant le fait d'être haïtien que depuis, je trouve, 3-4 ans, 4-5 ans. Maintenant, les Africains, les Haïtiens ont montré tellement leur fierté pour ce qu'ils sont et leur drapeau, que même moi, j'avais un drapeau haïtien. Alors que, tu vois, ça a été mon modèle pour dire mon propre drapeau. Quand j'ai été en Haïti et que j'ai vu comment la misère que les gens vivent, mais la fierté qu'ils ont autour de ce qu'ils sont, autour d'où ils viennent et en tant que premier peuple à s'être libéré. Donc c'est ce qui a fait aussi que j'ai eu envie de brandir mon propre drapeau aussi, le drapeau en tout cas de mon île, parce que pour moi le drapeau haïtien il est mien aussi, mais d'où je viens, là où j'ai grandi, voilà. C'est vrai que les populations haïtiennes, notamment de par son histoire, devraient être un espèce de symbole pour toutes les populations noires. Ouais, pour moi ça devrait être le symbole, ça devrait être le... Je dirais pas le modèle... l'unique et seul modèle, parce que la situation en Haïti est super compliquée. Et je reste quand même lucide et je pense pas que ça ira mieux d'aussitôt. Mais en tout cas, ça doit être un modèle de fierté, justement de ce que j'appelle le chauvinisme positif, c'est-à-dire pas fier de nos autres, mais des gens qui par-delà le monde, quand tu vas à New York ou à Miami, où c'est des gens qui sont fiers de te parler en créole, ou d'écouter leur musique, ou d'ouvrir leur restaurant, de manger leur nourriture. Donc, et surtout, ce qui m'a occupé, de pratiquer leur culte aussi. voilà, pratiquer leur culte, ouais, mais le culte vaudou, chacun son culte. Comme peut-être pour des Haïtiens, l'islam peut être perçu différemment. Donc, chacun a son culte et le respect de chaque culture, c'est ce qui est important, quoi. Et du coup, tu pourrais me parler, revenir sur un morceau que tu as fait, Willie Lynch. Ouais. Dans quel contexte tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans ce morceau-là? Je l'ai fait dans un contexte où je venais d'avoir une polémique par rapport à un show que j'avais fait dans une soirée Naisson. Naisson, c'est un rhum martiniquais. Et je m'étais senti assez lésé. Et j'ai été surpris des conditions dans lesquelles j'ai fait le show, parce que je ne savais pas du tout dans quelles conditions j'allais. Je me suis retrouvé à chanter sur une péniche, dans la cale d'une péniche. Donc je l'ai interprété comme une cale de bateau, pour un public à 90% de béquets. Et quand je suis arrivé sur la scène, une fois que j'y étais, quoi. Et le lendemain, j'ai juste dit que j'ai passé une mauvaise soirée, et j'ai eu une plainte, j'ai eu un procès en cours. Et les gens j'ai senti que les gens n'ont pas forcément soutenu, mais pas compris que c'est normal d'être noir et d'être surpris par ce genre de conditions, surtout quand on sait le discours que j'ai, et de me retrouver dans la cale de bateau. C'était paradoxal, tu vois. Et j'ai fait le morceau Willie Lynch parce que les personnes qui ont le plus craché sur la situation, c'est les miens. Donc je leur ai rappelé que la façon dont on a de se piquer entre nous, tout ça c'est étudié. Ça vient de la méthode Lynch, qui est de maintenir toujours les Noirs dans cette les Antilles, en tout cas les esclaves, dans cette rivalité, même la rivalité du nègre de maison, la rivalité du nègre plus clair de peau que l'autre, toujours instaurer une sorte de hiérarchie bête. Les jeunes, les vieux, les sportifs, les foncés, les cheveux lisses, les cheveux les grenets, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce morceau, mais c'est toujours des morceaux qui sont faits spontanément. Et après, il y a souvent des gens qui le prennent pour débattre ou comme une grosse revendication, alors que c'est vraiment spontané. C'est ma façon à moi de faire mon communiqué. C'est ça mon communiqué à moi, c'est la musique. Qu'est-ce que tu préconiserais, ou pas forcément à la science infuse, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour justement permettre à la population noire, la population antillaise, afro de manière générale, d'aller de l'avant? Pour moi, la clé, c'est la connaissance et l'éducation. C'est-à-dire même l'éducation que je n'ai pas reçue à l'école, ou le savoir qui ne m'a pas été transmis par mes parents, qui eux ne l'ont pas reçu. Pour moi, c'est là la clé. Quand tu vas créer une nouvelle génération, ou des enfants comme les miens de 2 ou 9 ans, qui sont conscients de ce qu'ils sont, d'où ils viennent, de pourquoi ils sont là, des descendants de qui ils sont, dans quel système ils vivent, de qui tient les rênes. Juste des choses simples que tu peux leur apprendre, comme on nous a appris Napoléon et De Gaulle. On nous a fait prendre Napoléon pour un super-héros, alors que
c'est le dernier des chiens, quoi. Tu vois, c'est une merde. Et c'est juste apprendre depuis le début, parce que là, je parle à mes enfants de Napoléon, en tout cas à mon fils, il va me dire, oui, c'est un conquérant, machin, c'est juste un enfoiré, tu vois. Donc c'est juste pour moi le début des choses, comme tu as dit, je sais pas, la science infuse, c'est l'information. Après, chacun, la culture, la connaissance, chacun fera ce qu'il veut avec. Mais en tout cas, apprendre aux gens, apprendre aux jeunes, et même les plus grands, il n'est jamais trop tard, apprendre aux jeunes d'où ils viennent et leur histoire, et l'autre facette qu'on essaie de nous cacher. Des organisations qui ont créé des espèces de structures afro, etc. Est-ce que tu penses que dans cette démarche-là, des gens comme toi, des gens de ta stature, etc., vous pourrez ou vous devez de soutenir ces gens? Mais moi, je soutiens, mais là où à chaque fois je prends du recul, c'est que j'ai besoin, avant de soutenir aveuglément, j'ai besoin d'informations, parce que même moi, j'apprends encore. C'est des choses que j'apprends avec la vie, c'est pas des choses que j'ai appris sur les bancs de l'école ou dans mon salon quand j'étais petit, tu vois. Donc bien sûr, c'est des choses qu'il faut... mais c'est toujours des choses que je prends avec du recul, parce que je pense que l'extrémisme en tout nuit. C'est-à-dire même l'extrémisme de notre côté à nous, c'est-à-dire si on commence à rentrer dans une guerre qui devient limite, parce qu'on a des groupes qui veulent défendre les normes mais qui deviennent limite racistes. C'est-à-dire, pas racistes, mais intolérants aux autres. Et qui deviennent pro... Je ne suis pas dans la volonté de devenir extrémiste pour les miens. Moi, je suis dans la tolérance de tout le monde, mais juste de la fierté et du respect des nôtres. Mais c'est vrai que s'il y a des démarches comme celle-ci, et que je me sens concerné, ou je sens que ça peut être en tout cas... C'est quelque chose que je conçois de ma simple vision bénéfique, bien sûr, que je soutiendrai. Et à la suite d'un ouragan, tu avais lancé une initiative avec ta fondation. Ouais. Elle est toujours d'actualité, cette fondation? Ouais, à la suite d'Irma. Tu peux nous en parler un peu? Mais quand il y a eu... Quand Irma a dévasté une bonne partie des Antilles, bon, beaucoup d'endroits, mais je me suis surtout engagé pour Saint-Martin, Saint-Barth, une partie de la Guadeloupe, la Dominique. On a créé un mouvement pour récolter des fonds pour reconstruire et au début et ramener le minimum nécessaire, médical, alimentaire. Et c'est quelque chose que j'ai fait à distance à Paris. Et quand j'ai été 1 an après à Saint-Martin, j'ai pas reconnu Saint-Martin. Donc c'est des démarches que je pense que c'est des petites pierres à l'édifice, mais c'est tellement... Moi, je trouve que c'est tellement injuste que ce soit toujours pas un fardeau, mais un poids qu'on met sur le dos des artistes, de reconstruire un monde détruit, alors que je pense que c'est des endroits qui auraient dû être pris en charge par les autorités ou les personnes qui ont été mises en place pour ça, quoi. Après, c'est quelque chose que je fais avec plaisir et avec bon cœur, mais de mon simple fait, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Mais ouais, on a fait du maximum qu'on pouvait pour rassembler les gens et sensibiliser les gens à la situation qu'il y avait. J'ai un oncle qui était parti là-bas pour aider les gens à survivre, parce que ça partait en anarchie. Par exemple, c'est une anecdote qu'il m'a donnée, il a tué un bœuf, il m'a envoyé une vidéo pour nourrir des gens, quoi. Donc on a l'impression qu'on est dans un endroit qui est complètement abandonné de tout soutien, c'est apocalyptique. Les gens se protègent, ils se tuent presque pour manger. Et si tu tues un bœuf pour nourrir des gens, quoi. On est quand même à Saint-Martin, on n'est pas, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire pour aider les gens. Et jusqu'à maintenant, elle est encore ouverte et on n'aime pas beaucoup en parler de ce qu'on fait, en tout cas nous personnellement. Mais ouais, il y a beaucoup d'endroits comme ça qu'on soutient, en Martinique, en Haïti. En Haïti, on aide beaucoup un orphelinat qui s'appelle God Little Angel. Et ouais, c'est des voyages comme ça qui m'ont traumatisé à vie, quoi. Pour conclure notre interview, tu pourras nous parler d'une personnalité politique noire qui t'a beaucoup influencé, que tu aurais pu... Ben, il y en a plusieurs, hein. Le premier, c'est Aimé Césaire, bien sûr. Et c'est un peu... certaines personnes qui analysent... certains philosophes ou certaines personnes qui analysent la politique aiment comparer mon discours avec Mwaka avec son discours sur la négritude. Moi, je trouve que c'est un peu trop tôt pour me donner pour faire ce comparatif, mais en tout cas, je le prends comme un compliment. J'ai rencontré Aimé Césaire avant qu'il s'en aille. Et ouais, c'est des hommes politiques comme ça
que je trouve qui limite font un sacrifice d'une vie, quoi. Après, je sais que, connaissant et analysant un peu les personnages, je sais que c'est des choses qui les nourrissaient aussi. Ils ne pourraient pas s'en passer. Il y a d'autres personnes qui mènent des combats et que j'aime cette façon de se sacrifier, un peu comme Kémy Séba, par exemple. Cette façon qu'il a de prendre les patins et de s'ériger un peu en... Enfin, c'est pas peut-être pas le bon terme, mais en martyr, c'est-à-dire c'est une cible. C'est quelqu'un qui qui a été emprisonné, c'est quelqu'un qui peut se manger une balle dans la tête. C'est ce genre de rebelles qui, je trouve, prennent les patins des autres, alors qu'ils auraient pu se suffire à une situation et une complaisance. Dans sa démarche de défenseur, je suis d'accord avec lui. Après, peut-être que des fois, on pourrait peut-être arrondir les angles, mais des fois, quand tu te fais entendre et que tu te fais tellement maltraiter, repousser et pas comprendre, que je peux comprendre ce genre de comportement, tu vois. C'est comme, par exemple, j'aime bien la façon qu'a d'agir Christiane Taubira, c'est-à-dire elle tourne les gens en dérision, elle les humilie avec le sourire, par exemple. Ça, c'est des gens qui ont le trait de caractère de le faire. C'est pas forcément quelque chose que moi j'ai. Par exemple, c'est une femme comme ça qui peut t'humilier sans crier, tu vois. Après, chacun a ses niveaux de couleur, mais moi, je peux tolérer un Kémy Séba comme je peux tolérer une Christiane Taubira, tu vois. Et avoir des désaccords, mais voilà, c'est ce genre de personnes que je pense en tout cas, qui font les gens se sentir concernés et qui informent les gens. Après, tu penses ce que tu veux. Bloody murder, murder, bloody murder.